Une marée humaine sur les côtes de Ceuta. Lundi, environ 6000 migrants, pour la plupart marocains, et souvent jeunes, voire très jeunes, sont entrés à la nage ou à pied dans cette enclave espagnole située dans le nord du Maroc. Un chiffre record rendu possible par un relâchement des contrôles frontaliers côté marocain. Alors, d'autres candidats à l'exil ont ensuite afflué ici au poste frontière de Fnidek dans l'espoir d'en faire autant. Un homme est mort noyé en tentant de rejoindre Ceuta par la mer et beaucoup d'autres ont dû être secourus. Mais le danger, ces Marocains le balaient d'un revers de la main. Non, je n'ai pas peur. C'est de rester ici qui me fait peur. Je dois partir pour sauver ma vie. Lorsque vous n'avez rien à dépenser, que vous devez payer votre loyer et que vous devez vous occuper de vos enfants et de vos parents, il n'y a pas de place pour la peur. Les arrivées se sont poursuivies mardi, mais à un rythme bien inférieur. Le gouvernement espagnol, très remonté contre Rabat, a envoyé 200 hommes en renfort et déployé des blindés sur la plage. En tout, près de 8000 migrants sont arrivés à Ceuta en provenance du Maroc, mais mercredi, Madrid en avait déjà expulsé 5600. Avec Melilla, autre enclave espagnole au Maroc, Ceuta est la seule frontière terrestre entre l'Afrique et l'Union européenne. Cette vague migratoire sans précédent survient sur fond de crise diplomatique majeure entre l'Espagne et le Maroc. Le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali, a été accueilli à Madrid fin avril pour y être soigné du Covid, ce qui a déclenché la colère de Rabat. Un pouce levé pour dire que c'est fait, il est vacciné. À 89 ans, le prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, fait partie des premiers bénéficiaires de la grande campagne de vaccination anti-Covid lancée lundi en Afrique du Sud. Objectif numéro 1, injecter 5 millions de doses aux plus de 60 ans d'ici fin juin. Je suis très heureuse qu'on ait le vaccin et que ça avance, c'est très important parce que partout ailleurs, ils l'ont. L'Afrique du Sud a en effet un gros retard à rattraper. Le pays est officiellement le plus touché du continent avec plus de 1,6 million de contaminations et plus de 55 000 décès. Mais jusqu'ici, il n'avait vacciné que 1% de sa population lors d'une première campagne limitée au personnel de santé et plusieurs fois stoppée. En février, l'AstraZeneca a été écarté en raison des doutes sur son efficacité contre le variant local. Et mi-avril, c'est le Johnson & Johnson qui a été suspendu après des cas de caillots sanguins. Suspension levée 2 semaines plus tard après un avis favorable de l'Agence sud-africaine du médicament. Je reconnais que nous aurions dû commencer plus tôt. Maintenant que nous avons commencé, j'espère que les choses iront plus vite, car il a été confirmé que nous pourrons vacciner 40 à 50 millions de personnes. Le gouvernement attend dans les prochaines semaines la livraison de 6,5 millions de vaccins Pfizer et Johnson & Johnson. Comment redonner un peu d'air à l'économie africaine? Asphyxiée par la pandémie, elle a connu l'an dernier sa première récession en un demi-siècle. Un sommet s'est tenu mardi à Paris pour en discuter, mais aucun engagement financier ferme n'a été pris. La communauté internationale a juste promis d'aider le continent sur le plan sanitaire en plaidant pour une levée des brevets sur les vaccins qui permettent à l'Afrique de fabriquer les siens, avec l'espoir de vaincre ainsi les réticences des populations face à la vaccination. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. La veille, à Paris aussi, c'est au chevet du Soudan plus particulièrement que la communauté internationale s'était penchée. La France a décidé d'annuler une dette de 5 milliards de dollars pour soutenir la transition dans le pays, 2 ans après la révolution qui a chassé du pouvoir Omar al-Bashir. Un geste qui, espère Khartoum, ouvrira la voie à ses autres créanciers. Nous allons pouvoir créer les emplois qui répondront aux aspirations des jeunes, des hommes et des femmes qui sont descendus dans la rue il y a un peu plus de 2 ans. Et je suis sûr qu'avec ce type d'engagement, le peuple soudanais va avancer dans la bonne direction, avec le soutien de nos partenaires et de nos amis.
Esther a 22 ans, elle vit sur ce terrain vague à Kawangware, un des bidonvilles de la capitale kenyane Nairobi. À l'âge de 16 ans, elle perd son bébé à cause de la fièvre jaune. Quelques mois plus tard, elle tombe dans la drogue. Je suis une vraie camée. Esther s'injecte de l'héroïne. Elle prend cette drogue dure 5 à 10 fois par jour. Une dose coûte 120 shillings kenyans, soit 90 centimes d'euros. Une somme pour cette femme qui n'a pas de travail. Pour se payer ses doses, elle s'est tournée vers la prostitution. Je me prostitue. Ça veut dire que je suis prête à tout pour pouvoir obtenir ce que je veux. Ils sont une centaine à vivre ici avec Esther. La drogue est facilement accessible. Le Kenya se trouve aujourd'hui sur la nouvelle route de l'héroïne. Longtemps acheminée par le Proche-Orient, les trafiquants ont changé d'itinéraire à cause du conflit syrien et des contrôles aux frontières renforcés. Conséquence, le nombre Kenyan accro à l'héroïne augmente chaque année. D'après cette association, la situation est aggravée par la pandémie de Covid-19. Je peux vous garantir qu'en ce moment, le nombre augmente à cause du Covid. Les gens sont déprimés et confus depuis le début de l'épidémie. Ils ont commencé à consommer de l'alcool, ils ont perdu leur emploi. Quand vous mettez tout ça ensemble, le résultat, c'est que sur le long terme, ils se tournent vers la drogue. D'après l'ONU, l'Afrique de l'Est voit transiter chaque année environ 40 tonnes d'héroïne, dont 5 restent au Kenya pour la consommation locale. Cette expansion pose un problème de santé publique pour le pays. Depuis 2014, le gouvernement développe l'accès à la méthadone, traitement de substitution à l'héroïne. Dans cette clinique de MSF au nord de Nairobi, 400 personnes viennent chaque jour prendre leur traitement. Alice Kiemia se droguait avec son petit ami, mais quand il est mort d'une overdose, elle a décidé de se prendre en main. La méthadone l'a transformée. Ça a tellement amélioré ma vie. Maintenant, j'ai une très bonne relation avec ma famille. Je peux gérer le peu d'argent que j'ai. Je suis clean, en bonne santé. Ça a vraiment changé ma vie. Mais tous les accros n'ont pas autant de chance qu'Alice. Ils sont nombreux à ne pas pouvoir se payer le bus pour aller dans une clinique de méthadone. Le Kenya compte désormais une dizaine de structures. C'est encore trop peu pour les dizaines de milliers d'héroïnomanes du pays.